c'était l'école, c'était le monastère, c'était la structure de la société, c'était le monastère védique. Et les Anglais, quand ils sont arrivés et envahi l'Inde, en fait, ils ont très intelligemment compris comment briser la culture et pouvoir imposer leur culture. C'est directement sapant le Gurukul. Et en y imposant l'école donc traditionnelle, on apprend en répétant, écrivant, et on formate l'enfant dans un système. En fait, l'enfant doit se formater au système. Alors que dans le Gurukulam, le système était adapté à l'enfant en fonction de son karma, en fonction de sa conscience, sa perception du monde, qui est certes pas encore aboutie parce qu'il est encore incarné, et donc comment est-ce que dans sa vie il allait nettoyer sa perception du monde pour atteindre l'éveil, la réalisation, la libération, le nirvana, partir, enfin bref, tout ce que nous-mêmes on est encore là, donc tout du moins vivre. Vous savez, l'éveil, c'est difficile de savoir ce que c'est finalement. C'est un état, donc on pourra en parler des heures, mais à mon sens, c'est avant tout la félicité. C'est de ressentir la félicité. Et alors, quand on la ressent dans le corps à chaque instant, c'est vraiment l'éveil, à mon avis. Mais ça se fait pas du jour au lendemain. C'est la joie sans objet. Ouais, exactement, la félicité. Ouais. Le Sat Chit Ananda, c'est la vérité, conscience et félicité. C'est la même chose. C'est-à-dire, quand vous êtes connecté à votre vérité, votre corps produit la félicité. C'est vraiment une expérience dans le système nerveux. Aussi Patanjali l'explique, je crois qu'il explique. En tout cas, c'est le yoga, c'est le raffinement du système nerveux pour ressentir l'ananda, Sat-Chit, la conscience, la vérité qui est conscience et qui produit l'ananda, la félicité dans le corps. Et la félicité dans le corps, c'est un art de vivre, c'est-à-dire, selon la terminologie yogique, pour atteindre la félicité, on doit garder son corps clean, propre, c'est-à-dire pratiquer, à un certain niveau, faire attention à ce qu'on mange, et puis c'est tout un raffinement de la structure physique qui permet de soutenir une expérience dans le système nerveux. Parce que le yoga, c'est pas seulement la détente, et puis garder sa flexibilité, et puis rester mince, tout ça. C'est avant tout à la base, Patanjali avait mis la science du yoga au point pour atteindre cet état de félicité dans le système nerveux et atteindre la conscience non duelle de la réalité. C'est simplement être dans la réalité telle qu'elle est, sans y apposer une vision, sans y apposer un concept, sans y apposer un dogme. C'est simplement voir ce qui est pour ce qui est. En fait, l'état de réalisation, c'est simplement être dans l'instant présent, sans interpréter l'instant présent. Ce qui est la chose la plus difficile pour l'être humain, c'est de se libérer de ses conditionnements et de voir la réalité pour ce qu'elle est sans l'interpréter. Alors, je passe au suivant. Donc, Tesla, justement, aussi c'est quelque chose qu'on sait peu, mais Tesla a influencé le travail de la physique quantique, indéniablement. Et il était lui-même comme Einstein, et comme Jung, dont je vous parlerai après. Einstein avait lu les Upanishads et les Védas, c'était un féru de... Il n'y avait pas que lui, et même Hitler lui-même avait lu la Bhagavad Gita, c'est son livre de chevet, ce qu'il faut savoir. C'est-à-dire les traditions, les livres, vraiment Hitler parlait des invasions aériennes et tout. En fait, il se référait finalement un peu à cette époque ancienne. Mais les écrits ces écrits ont influencé beaucoup de gens, un peu derrière les rideaux. Et Tesla, donc, a rencontré Vivekananda. Il y a même une photo, regardez. Voilà, Tesla et Vivekananda. Alors, est-ce que vous connaissez Vivekananda ? On a eu 3-4 grands swamis très influents qui sont venus nous voir à la fin du 19e et au 20e siècle. Il y a eu Vivekananda. C'est le premier à avoir foulé le sol américain. Lui, il était vraiment le sannyasi de la pure tradition de la dévotion et du Raja Yoga. En fait, il était disciple de Swami... j'ai oublié son nom, je m'excuse. Il est très connu, c'est un des maîtres les plus connus de Ramakrishna. Voilà. C'était le disciple de Ramakrishna qui est venu aux États-Unis
en fait, à la base, une congrégation des religions dans les années 1890 et quelques. Et il avait fait un discours en commençant son discours en disant « Mes chers frères et sœurs ». En fait, il est venu avec vraiment sa pure culture védique de comprendre que toutes les religions sont frères et sœurs. De toute façon, il n'y a qu'une seule conscience cosmique. Donc, toutes les religions sont l'émanation de cette conscience cosmique. Donc, voilà. Et il avait été acclamé, il avait fait un tollé, et les gens s'y étaient vraiment intéressés. Et donc, il a rencontré Nikola Tesla. Donc, je vous lis. Tesla, donc, avait, avant même de le rencontrer, lu les Védas. Et donc, Tesla utilisait la terminologie sanscrite ancienne dans ses descriptions des phénomènes naturels. Il utilisait même des mots sanscrits. Dès 1891, Tesla a décrit l'univers comme un système cinétique rempli d'énergie qui pourrait être harnaché à tout emplacement. Donc c'est vraiment le système que Tesla essaie de développer, c'est l'énergie libre. C'est une énergie qui est toujours là, qui n'est pas fossile et qui n'est non polluante et qui est là, quoi, qu'on peut utiliser gratuitement. C'est le problème. Oui. Ces concepts, pendant les années suivantes, ont été grandement influencés par les enseignements donc, de Swami Vivekananda, qui était le premier d'une succession de yogis de l'Est à qui a apporté la philosophie védique et la religion à l'Ouest, donc en Amérique. Après avoir rencontré le Swami, après une étude soutenue des opinions orientales, des mécanismes qui conduisent le monde matériel, Tesla a commencé à utiliser les termes sanscrits comme akasha ou prana, donc, et le concept d'un éther lumineux pour décrire la source, l'existence et la construction de la matière. De là, il a imaginé un système d'énergie libre pouvant être utilisé à volonté. Donc, selon la cosmologie védique, l'univers prend naissance de la matière la plus subtile, qui est l'éther, le Om. Bon, on la représente, l'éther aussi, c'est le synonyme Om est synonyme de l'éther. Le Om, ce serait le son le plus élevé que les rishis ont capté dans leur état de samadhi. Et l'éther, donc, est la matière principale de l'univers. On va dire le Paramatman, le Brahman, ce sont tous des mots différents pour la même chose. L'éther, c'est le nom qui, en sanskrit, c'est le nom, la kasha, qui est donné à cette fibre de vide qui nous entoure. De cet éther, des vibrations de l'éther, l'air a été créé, l'élément air. Des vibrations de l'air, si je me rappelle bien, c'est le feu qui a été créé. Des vibrations du feu, je crois que c'est l'eau qui est sortie après. C'est l'eau qui en est sortie, des vibrations de l'eau, la terre. En fait, l'eau qui se solidifie, qui devient purement matérielle, et la terre, en fait. C'est comme ça que l'univers s'est créé, donc selon, voilà, est-ce que donc, même le corps physique est le dernier de tous ces mondes. En fait, chaque élément représente un monde aussi. Et donc, quand on comprend bien, cet éther, comme je vous disais tout à l'heure, c'est le pouvoir créateur de notre univers dans cette idée. Et vous pouvez le connecter à chaque instant à travers la méditation. Vous comprenez bien ce concept-là ? Vous avez bien conscience que vous êtes continuellement en fait connecté à l'univers. Après, c'est sûr que vous ne voyez pas les planètes, les trucs, mais en fait, sur un autre plan de votre conscience, quand vous videz la tête des conceptions, du mental, de plein de choses, vous rentrez dans un état de centrement qui vous connecte à quelque chose de plus élevé. Vous avez certainement tous fait l'expérience de ça, non ? Non, c'est pas facile du tout. C'est sûr. Alors, il y a un exemple. Par exemple, vous vous retrouvez devant un beau coucher de soleil, par exemple. Imaginez que vous vous retrouvez devant un beau coucher de soleil. Là, soudain, on est dans l'instant présent, on est submergé par la félicité, c'est beau, c'est une expérience d'être dans l'instant présent. Quelque part, on retombe dans un alignement, on est connecté à cet éther, cet akash, ce plan plus subtil. Ah, mais ça, c'est l'émotion. C'est pas... Oui, après, bien sûr, oui, il peut en découler l'émotion. Mais je veux dire, à la base, avant que vous connectez à l'émotion, l'émotion, elle vient après un état. Enfin, il y a différents états, en fait. On voit la chose, cette chose, on la décrypte. Il y a un état et ensuite une émotion qui vient. C'est l'état d'avant, on va dire. L'émotion, c'est aussi
l'émotion que vous avez en voyant un coucher de soleil, c'est aussi le fruit de toute une expérience que vous avez. Et Patanjali le dit, quand vous regardez la réalité sans y apposer de concept, genre c'est beau, c'est pas beau, ben la réalité est au-delà de l'émotion. L'émotionnel, c'est en fait une conception de la réalité qui est le fruit de notre expérience. Ouais. Par exemple, vous pouvez voir un maître éveillé, admettons, si on pourrait donc comprendre. Moi, j'ai vu des yogis en Inde qui sont, on peut considérer assez avancés. Hein. Ils vont pas être exaltés par des choses. Ils vont voir les choses avec un œil perçant, mais on a l'impression qu'ils voient les choses simplement comme elles sont. Il n'y a plus cette espèce cette espèce de dualité ou d'essayer de juger les choses, de dire ah c'est beau, de s'exalter ou de tomber dans l'inverse. Il y a juste ce regard perçant très équanime. Quelque part parce qu'il voit la réalité telle qu'elle est. Effectivement, un coucher de soleil c'est beau, mais un coucher de soleil c'est un coucher de soleil. Un sens plus subtil, si on n'y pose pas une expérience qui est reliée à un conditionnement d'idées du beau et du pas beau, qui est vraiment un conditionnement social, culturel, eh ben c'est un coucher de soleil. Si on le considère comme ça, c'est une autre expérience du coucher de soleil. Quand on regarde un coucher de soleil, on se dit ah c'est beau, ça me rappelle quand j'étais avec mon mari à 20 ans, oh c'est trop beau, ça me rappelle ces souvenirs et tout. Donc là, on est dans une perception conditionnée de notre histoire. Enfin, c'est un exemple, hein. Mais quand on regarde juste un coucher de soleil sans y apposer rien de notre histoire, en fait, on voit le coucher de soleil peut-être sur un autre plan différent. Enfin, c'est un exemple qu'on peut donner pour connecter à cet état dont Patanjali parle. Donc c'était ce que je voulais vous dire en lien avec Vivekananda. Slide d'après. Ça va jusqu'à maintenant? Donc la méditation, on en a parlé, c'est ce que je viens de vous parler. C'est la suite logique de tout ce qu'on vient de parler, c'est qu'en fait, le yoga, la méditation, l'ayurveda, le chant, les kirtans, le vastu, les sciences védiques dont vous avez entendu parler, elles sont à la base créées pour pouvoir canaliser ou utiliser cet akasha ou ce prana, ces différents noms qu'on lui donne, cette antimatière, hein, je crois que Tesla l'appelait l'antimatière justement, ou le point zéro, l'antimatière. Cette antimatière, cette particule de Dieu, aussi on peut l'appeler, je sais pas, il l'appelle aussi le boson de Higgs, je sais pas, tout ce qui est cet état-là, finalement de pouvoir le capter dans un état libéré des perceptions et l'utiliser dans le corps physique à des fins thérapeutiques. Parce que vraiment, et aussi, ça c'est un des piliers importants de la science védique, c'est que le seul guérisseur dans l'univers, c'est cet état. On peut l'appeler le divin, hein, on peut l'appeler le prana, on peut l'appeler l'akasha, on peut l'appeler le parabrahman, on peut l'appeler le samadhi. En fait, c'est un espace que vous connectez depuis votre corps physique dans un état hors de toute perception qui va vous permettre de vous guérir physiquement, mentalement. Est-ce que vous comprenez bien? Je voudrais bien que vous compreniez tout ça. Vous avez des questions en rapport à ça? Comprendre c'est une chose, et puis en faire l'expérience, voilà. Parce que intellectuellement, oui. Je comprends. Maintenant. Et c'est guérisseur, c'est l'énergie pure. Oui. C'est l'énergie pure, exactement. Il faut revenir à cette énergie pure pour en fait, éliminer les pathologies. Oui, tout à fait. Rétablir, rétablir les pathologies là où elles sont, etc. Vous voyez, je crois qu'en fait, le meilleur moyen de... Se laisser travailler, se laisser pas l'intervenir, se laisser faire par
cette énergie. C'est travailler avec le vide. C'est ce qu'explique Jung. Parce que souvent je vois, j'étais aux États-Unis par exemple, je vois plein de gens qui pratiquent le yoga là-bas. Ils pratiquent le yoga sans aucune notion de cette science qu'il y a derrière ce yoga. C'est sans cette idée. Et c'est pas un truc qu'on fait, c'est pas un truc qu'on fait juste quand on fait des pratiques de 1 heure par jour. C'est une pratique de chaque instant, parce que c'est pas seulement sur le tapis de yoga ou en méditation. C'est où qu'on soit, avoir toujours cette conscience de se reconnecter à ce vide, cet akasha là, cette concentration, peu importe comment vous l'appelez. Voilà, pour se régénérer, pour différentes raisons, pour vous guérir ou pour plein de raisons. Pour pas surajouter au monde, des fois. En ayant une intention quand même. Ben justement, l'attention de le faire. Oui, dites-moi. L'attention, et après l'intention. Oui. Le terme thérapeutique me gêne un peu. Ben en fait, on peut dire que c'est vraiment ça. Hein. L'Ayurveda, c'est une thérapie du corps. Concrètement, c'est à fin thérapeutique. Ouais. Après, je ne dis pas que cela peut tout guérir. On peut aussi utiliser des choses matérielles comme des médecines pour guérir le corps. Je veux dire, on ne guérit pas tout avec l'akasha. Mais fondamentalement, il y a quand même quelque chose, moi je pense, c'est que les désordres psychologiques et physiques ont une raison au niveau énergétique, au niveau de l'âme, typiquement. Donc ça, les cachets ne peuvent pas régler les problèmes de l'âme. Pour guérir une maladie grave comme un cancer, il faut traiter l'âme. C'est ce que font les chamans. Il faut traiter l'âme et ses désordres par l'énergétique, ce qui va permettre au corps de se guérir avec les médicaments aussi, voilà, si vous en prenez. Mais simplement la médecine allopathique, de simplement aborder le corps physique sans traiter l'âme, ça peut marcher un temps, mais c'est pas éternel, ou alors ça peut simplement pas marcher. Il faut réellement traiter l'âme, et pour traiter l'âme et la psyché, il faut connecter à une réalité transcendante, replacer l'humain dans son sens du sacré. Et dans notre société, on nous a complètement désacralisés, on est objectivé à une société. On est un objet qui est conformé pour consommer et puis créer des désirs qui nourrissent la société. Je veux dire, en quoi est-ce qu'on a un libre... Enfin, on est conditionné, voilà. C'est-à-dire, c'est pas qu'on n'a pas un libre arbitre, on est toujours libre de se déconditionner de ça pour se retrouver nos vrais désirs du cœur. Mais même cette idée-là, ça peut mettre des années avant qu'on y arrive. Des fois, c'est une maladie qui nous fait nous dire, mais punaise, je ne suis pas dans mes baskets, il y a un truc qui ne va pas, il faut que je me retrouve. Là, on a besoin de se reconnecter. Et en fait, l'humain, pour être en bonne santé, a besoin de ce sens du sacré. Pour être en bonne santé mentale, en bonne santé physique, il a besoin de ce sens du sacré. C'est pour ça que toutes les vieilles traditions en parlent. Il a besoin de se reconnecter à sa nature sacrée, à se replacer dans l'univers, à donner un sens à sa vie, dans son sacré à lui, et donner du sens à sa vie. S'il ne fait pas quelque chose qui a du sens, il tombe en dépression. Et si vous regardez bien un ouvrier qui va travailler tous les jours pendant 40 ans dans une usine, il est l'objet d'un patronariat, d'une société, etc. Il ne va pas trouver de sens à ce qu'il fait, mis à part gagner de l'argent. Mais d'un point de vue fondamental, gagner de l'argent, ça n'a pas de sens, mis à part pour vous donner des plaisirs d'achat, voilà. Je veux dire, bien sûr, il y a la survie, il faut manger, etc. Après, il y a aussi les besoins de se changer les idées, acheter des loisirs, etc. Mais ultimement, l'être humain n'est pas contenté par ces choses-là. Ce qui le contente vraiment, c'est son sens où il se place dans son sacré, dans l'univers. Quel sens il donne à sa vie. Et la quête de sens, le sens qu'on donne à notre vie, c'est une démarche qui est faite dans la solitude. Et c'est dur d'accepter que même pour ça, on doit nous-mêmes se trouver, se définir et puis aussi affirmer ce qu'on est face aux autres qui sont peut-être pas d'accord avec nous. Ça requiert d'être aussi un peu un guerrier, de se déconditionner, et puis c'est une initiation. Voilà, trouver ce sens de sa vie et le vivre, c'est une initiation, un déconditionnement où il y a des épreuves à chaque virage, il y a une épreuve, enfin quelque chose à dépasser pour être de plus en plus proche de ce qu'on est.
Ça, l'astrologie l'explique bien, oui. Comment vous définissez le mot sacré? Ah, ben c'est une bonne question. Le sacré. C'est tout ce dont on vient de parler jusqu'à maintenant. C'est notre unité avec l'univers, intrinsèque. Tout ce dont on vient de parler, ces idées qu'on est tous connectés, on est connecté à la nature, on est connecté à l'univers. C'est ce à quoi on ne peut pas porter atteinte, Oui. je dirais. Oui, on peut dire aussi, le sacré, c'est le côté énergétique de l'humain. Oui. Ça, le côté énergétique de l'humain, l'âme, l'éternité, l'aspect vivant et vibrant de l'humain, c'est son côté sacré, quoi. Quand je dis porter atteinte, c'est vouloir créer à tout prix, c'est vouloir modifier contre la personne, hein, c'est vouloir aller à l'encontre de ce qui fait la personne. C'est ça, porter atteinte. Je comprends pas ce que vous dites. Vous pouvez répéter ce que vous avez dit, s'il Oui, vous plaît? quand je dis porter atteinte, hein, je dis ce qui est sacré, c'est ce à quoi on ne peut pas porter atteinte. Porter atteinte, c'est vouloir absolument créer, modifier. Quand on parle de la vie, par exemple, il y a des limites. Vraiment, ce qui est sacré, oui, c'est ce que vous dites, mais c'est l'aspect éternel de l'humain. Voilà, en fait, c'est ça. Nous, tout ce qu'on voit de notre vie, ce sont les conditionnements dont on est tributaire. On est conditionné par la société, notre éducation, et c'est souvent des conditionnements qui nous rendent malheureux, la plupart du temps, qui nous pèsent. Et notre aspect sacré, c'est quand on comprend qu'on est un être d'énergie éternelle qui, comme vous dites, n'est pas... c'est quoi le mot que vous avez utilisé déjà? Qu'on ne peut pas atteindre. Qui est notre réalité. Il y a un adage qui dit vous n'êtes pas... comment ça se dit? Un être humain qui a une expérience spirituelle, vous êtes un être spirituel qui a une expérience humaine. Ça dépend sous quels angles vous abordez l'humain. D'un point de vue purement matérialiste, on est des corps qui évoluent dans un monde matériel avec des contingences matérielles. D'un point de vue spirituel, on est un être d'énergie éternelle, relié à l'univers et qui, accessoirement, vit dans un corps, dans une société avec des règles. Ça dépend aussi de l'angle, mais le sacré, c'est remettre l'individu dans l'univers, en fait. Je pense c'est ce que font les guérisseurs, les chamans, finalement, quelque part. Ils reconnectent l'être avec une autre dimension de lui-même qu'il a perdue, ou auquel il n'est plus connecté. Vous voyez ce que je veux dire? Ça change tout, ça. Quand on accepte l'idée qu'on est relié à un tout, comme vous disiez tout à l'heure, hein, chez les Amérindiens, c'est un peu ça, c'est le grand tout. C'est pareil, oui, c'est pareil. Ouais. Alors, d'emblée, il faut accepter cette idée-là. Tout le monde ne l'accepte pas, tout le monde ne connaît pas cette... Mais justement, si on raconte ça à quelqu'un, il va nous rire au nez, c'est évident. Si on dit, voilà, mais envoyez-lui la physique quantique pour les nuls, les mecs sont en train de démontrer concrètement que c'est une réalité physique. Pareil, quand vous parlez de physique quantique, les gens rigolent au nez encore. De moins en moins. Alors, de moins en moins, oui. Moins en moins. Mais quand même, c'est pas évident pour tout le monde. C'est évident, je veux dire, au niveau de l'approche, mais avec Internet, on peut comprendre des principes simples. Mais vous allez voir, après, avec les découvertes du CERN, notamment les découvertes qu'ils font en continu, je veux dire, vraiment, on est en train de réinventer la science moderne. Mais la physique quantique est une réalité. Et allez voir sur Internet, il y a plein de physiciens qui sont devenus quantiques. Et puis même au sein de la physique quantique, il y en a plein avec des théories différentes, mais ils sont tous, ils reconnaissent tous que vraiment l'avenir de la science, c'est la physique quantique. Ouais. À mon avis, les gens, effectivement, qui c'est décrié, machin, bon, c'est... Il y a beaucoup de gens cartésiens autour de nous qui se disent cartésiens. Mais justement, c'était quand même une science. Et dans tous les milieux. C'est une science avec une validité scientifique, donc... Oui. Ce qui est intéressant, c'est que la science a découvert la Attendez, physique. il avait demandé avant, après je vous parler. C'est Oui. pas une demande. Oui. C'est éventuellement pour clarifier certaines choses. L'être que nous sommes avons une façon, à un moment donné, une façon objective peut-être d'observer le monde, c'est ce qu'on appelle les sciences. On reste cartésien, il y a des lois qui guident la matière.
Et maintenant, il y a des sciences qui étudient le passage entre l'état de matière et l'état d'énergie. On appelle la physique quantique, c'est pas on y croit, on n'y croit pas. Là, à ce moment, on a une technologie, puisque là je parle du monde occidental, on a une façon d'observer le monde avec des machines, notamment le CERN à Genève, qui étudie ce passage entre ce qui n'existe pas, c'est la définition du mot sacré, qui n'est pas existant. Là, par exemple, ce qui n'existe pas, c'est votre maison, qui n'est pas existant. Vous ne voyez pas, c'est subjectif. Donc le sacré, c'est ce qui n'existe pas. La physique quantique et c'est ce mode d'étude à l'heure actuelle. Mais les textes anciens ont déjà parlé de ce qui n'existe pas. Voilà, et c'était aussi des sciences, puisqu'ils l'ont fait d'une manière objective. C'est pour ça que, par exemple, nous sommes dans une ère aujourd'hui où les sciences de l'Orient, qui des sens contemplatifs, contemplatif ça veut dire observer simplement le monde, ce qu'on appelle méditation, également rejoint comme Dalai Lama avec comment Mathieu Ricard, et les sciences d'observation par l'introspection rejoignent les méthodes actuelles de l'Occident. Mais là, on arrive à une limite. Je terminerai par cette image où, pour démontrer l'interaction entre ce qui n'existe pas et la première particule qui existe, qui est la lumière, c'est E égale mc2 d'Einstein, il faut une surface comme le CERN. Alors vous imaginez quelle machine il faut pour étudier l'être que nous sommes. Ouais. Ouais, merci pour votre précision. Ouais. Et puis une dernière question alors. C'était pas une question. Ce qui est encourageant, je trouve, c'est que la science a découvert et affirme, les astrophysiciens, que 99% du monde, de l'univers, ou 95%, est invisible. Et c'est donc cet univers qui nous entoure et c'est le vide. Qui est le vide, mais le vide plat, le vide énergétique et pourquoi pas le divin, subtil qui est là. Donc je pense que ça, dans une méditation, sentir qu'on est juste un petit morceau de densité dans cet univers tellement riche et subtil, ça peut aider à rejoindre cet univers plus facilement, sans y mettre une volonté de quoi que ce soit, puisqu'on en fait partie, on est cet univers. Après, pour partager un mot dans le sens de la vie, justement, cette incarnation quelque part, en tout cas cette condensation qu'on appelle incarnation, et on cherche un sens à la vie. Est-ce que vous avez déjà réalisé que univers, ça veut dire yoga vers quelque chose? Nous sommes unis dans une direction. Nous sommes seuls, parce que le terme seul veut dire un vers. Et dans un monde en expansion. Donc il va bien vers quelque chose. La société était taillée pour l'humain et son évolution spirituelle. C'est-à-dire, il y avait toute cette notion dont on a parlé depuis le début, l'idée de la conscience individuelle qui évolue à travers les réincarnations. Le karma individuel avec ce que vous êtes censé réaliser dans cette vie, et surtout une société qui travaillait à ne pas conditionner la personne pour qu'elle ne se retrouve plus, quoi. Chose qui est pas aujourd'hui dans notre monde, on ne sait plus qui on est en fait. Pourquoi on est venu là? On mange ce qu'on mange, on boit ce qu'on boit. Est-ce qu'on aime vraiment ce qu'on boit? Est-ce qu'on aime le café au fond? On nous conditionne à aimer les choses pour avoir besoin des choses. Au fond, il y a plein de choses, si vous regardez bien, vous n'en avez pas besoin, ni vous les aimez non plus. C'est difficile de se retrouver qui on est vraiment dans ce monde. Mais est-ce que la société était vraiment comme ça, ou est-ce que justement ces gens-là étaient des lanceurs d'alerte en disant... La société était comme ça, hein. Il y avait des guerres. Alors il y avait des guerres atroces, mais elles étaient menées dans le dharma. Elles n'étaient pas menées à des fins, selon la Bhagavad Gita, quand Krishna dit à Arjuna, en gros, de tuer sa famille, même ses pères, ce qui est très dur pour lui, pour son disciple, en fait, il mène la guerre pour détruire l'ignorance, en fait. Le camp adverse représente l'ignorance sur Terre. Et le danger, c'est justement qu'il y a un conditionnement d'ignorance qui vienne englober l'humanité à ce moment-là. Donc Krishna dit clairement de tuer tout le monde, quoi. Tous les tuer. Voilà, l'idée c'était aussi de mener la guerre avec la conscience. Mais après, bon, c'est ce qu'Hitler a essayé de faire.
Hitler a lu lisait la Bhagavad Gita, c'est son livre de chevet. C'est un truc qui est fou, c'est que on peut aussi vraiment détourner les symboles d'une façon extravagante. Quoi. Voilà. Ce qu'il faut savoir, c'est que ces sciences védiques, elles ont été mises au point dans un temps, un contexte avec des conditionnements particuliers. Et j'utilise beaucoup le mot conditionnement parce qu'on est fait de nos conditionnements. Donc évidemment, les sciences védiques aujourd'hui, elles n'ont plus le même impact sur l'humain qu'avant. Et par exemple, je vous disais tout à l'heure qu'ils arrivaient à faire voler des objets avec les mantras. C'est-à-dire, nous, les mêmes mantras aujourd'hui, on les répète, on ne va pas du tout faire voler l'objet. Pourquoi ? C'est parce que dans le contexte de l'époque, il y a 10 000 ans, dans une structure comme ça, avec la nourriture de l'époque, avec un contexte de conditionné de l'époque, la conscience était différente. Quelque part, la conscience était alignée et ils récitaient le mantra avec une puissance d'intention derrière qui était tellement forte en lien avec ce qu'ils étaient qu'ils arrivaient à changer les choses, enfin à faire bouger la matière. En fait, c'est ce qu'ils disent aujourd'hui en Inde. Aujourd'hui, si nous, on se pointe avec le conditionnement qu'on a, ce qu'on mange, tout ça, et qu'on répète ce mantra, ça n'aura pas d'impact. Parce que notre conscience est différente. Et chaque civilisation a une conscience, c'est difficile même d'imaginer, parce que c'est tout un ensemble de choses, une ambiance, un climat. Ils étaient moins nombreux aussi. Ils étaient moins nombreux, mais c'est fou. Ah bah oui, oui, voilà, complètement. Ils n'avaient pas de médias, ils ne vivaient pas dans les mondes virtuels, c'est-à-dire aujourd'hui on a un problème qui s'impose dans notre... Et je vais finir avec ça, puis on va repasser au truc. Il y a un problème qui s'impose aujourd'hui, c'est qu'en fait l'humain développe maintenant une présence dans des mondes virtuels. Internet, le téléphone et tout, c'est-à-dire jusqu'à l'avènement du téléphone, on avait juste l'instant présent devant nous. Maintenant, on a l'instant présent plus un device, quelque chose qui est connecté à quelque chose de virtuel, c'est-à-dire Internet, votre ami qui est peut-être là-bas, c'est-à-dire on a maintenant une ouverture dans cet espace-temps où il n'y a plus que l'instant présent, il y a aussi une connexion à quelque chose qui est purement, on va dire, il n'est pas tangible ni réel, c'est un univers virtuel. Et il y a un problème au niveau de nos structures physiques, c'est que ça va donner naissance à des problèmes de santé, des nouveaux problèmes de santé dans l'avenir, nerveux. En fait, ça crée un déséquilibre vata dans le corps physique, d'un point de vue de l'Ayurveda. Le vata, en fait, les déséquilibres vata, ce sont pour les gens qui ne sont pas ancrés dans la réalité. Quand vous avez un déséquilibre vata, que vous êtes trop dans le mental, c'est que vous êtes souvent en train de fantasmer sur quelque chose qui n'est pas directement devant vous. Vous êtes en train de penser trop. Et donc, vous êtes en déséquilibre vata. Il y a un certain nombre de maladies qui vont s'exprimer du fait de ce déséquilibre. C'est avant tout un problème de conscience. Et on est en train de développer un problème de civilisation. On est en train on est purement vata. Et sur plusieurs générations, ça va créer des gros problèmes au niveau des systèmes nerveux des gamins. Je suis sûre les problèmes d'autisme qu'il y a maintenant de plus en plus, c'est relié à la nourriture, plus ça. C'est-à-dire un être humain normalement constitué, physiquement, il est fait pour vivre dans l'instant présent, avec ce qu'il y a devant lui. Nous, on regarde la télé, on entend tous les jours parler de choses qu'on ne voit pas devant nous concrètement, qui sont à des milliers de kilomètres, et donc qui finalement ne nous concernent pas, mais ils sont dans notre champ continuel quotidien. Donc il y a eu la télé, à l'époque il n'y avait rien de tout ça. Ils vivaient avec les vaches, avec les enfants, avec la lune, avec les étoiles, avec le rythme de la nature. Ils étaient complètement dans l'instant présent. Dans leur hara, dans leur corps, ils étaient présents. Donc leur intention, leur conscience était différente. Bien sûr, nous, on n'est plus du tout connectés à ça, quoi. Donc imaginez un peu. Donc c'est vrai que ces sciences ont été créées par des gens comme ça. Mais on peut toujours les pratiquer, les utiliser aujourd'hui et garder cette connaissance bien vivante en nous parce qu'elle fait partie de nous, quoi. Il y a tout ce qui couvre la vérité. On est dans ce qui couvre la vérité en plus. Bah oui, il y a beaucoup de... On ne voit plus où on vient, quoi. C'est sûr. Alors, je vais revenir... Ah oui, je voulais vous montrer ça, justement. C'est intéressant. C'était vous qui posez la question en venant au yoga. C'est qui ? Le Kali Yuga.
Parce qu'en fait, il y a un truc qui est intéressant. En fait, en Inde, on considère qu'un yuga fait 24 000 ans. Vous voyez bien, là, c'est la galaxie avec le soleil central, on va dire le point central. Et donc, selon la terminologie védique, notre système solaire, enfin, nous, on fait le tour en 24 000 ans. Je crois que c'est ça. Le calendrier Maya dit 26 000, mais je ne sais pas si c'est ça. Si ça Oui. prend. Ouais. Et donc, suivant où on est là, il y a, comment dire, des particules différentes, quoi. Il y a un niveau magnétique différent, il y a ce qu'on appelle des photons. J'ai dit tout à l'heure les particules de lumière qui sont différentes, il y a des ceintures de photons. En fait, il y a des lieux dans l'univers où il y a plus ou moins de lumière. Ça, c'est vraiment aussi encore au cœur de la tradition védique. Et donc, suivant où on est dans l'univers, eh ben, on va recevoir directement ces photons, ces particules qui vont impacter tout sur Terre, pas que sur Terre, dans notre système solaire. On va être impacté par ça et on est complètement en connexion avec ça. Et donc, l'idée, c'est que les grands aires de conscience sur Terre sont marqués par différents points dans lesquels on voyage dans l'univers, qui sont marqués par justement des photons, des particules, qui impactent la conscience humaine, et donc la société, et l'individu, et tout ça. Vous voyez ? L'idée des yugas, c'est ça, en fait. Voilà. Et écrit, on est ici en 2012. Ça ne nous dit pas grand-chose. Le point central aussi, c'est une donnée très puissante au niveau de l'astrologie védique. C'est que les sages disaient que le Big Bang, enfin, maintenant même le Big Bang est décrié maintenant au niveau scientifique. Je ne sais pas pourquoi, mais enfin, il y a plein de trucs. Mais en tout cas, selon eux, l'univers prend naissance depuis un point infinitésimal et s'expand. Et ce lieu, ils appellent ça le centre de la conscience dans l'univers. Il y a d'autres mots, le logos, différents. Le brahman aussi, tous ces mots-là. Et on tourne autour, en fait. C'est le grand soleil central, si vous voulez, qui est à l'image de notre soleil. Et on va dire ça, c'est un centre de conscience. Et donc, c'est comme votre conscience dans votre corps physique qui rayonne. Et aussi, en fait, nous, on est autour. Et en fonction d'où on se place autour, eh ben, voilà, il y aura un effet, un impact sur la conscience sur cette planète et créer une culture, une énergie qui est propre à tant de temps, à cette époque. Voilà. Donc nous, on est dans le pire endroit apparemment en ce moment. Le Kali Yuga, c'est un endroit qui est apparemment pas matériel, qui produit une conscience matérialiste sur Terre, qui voile les choses peut-être. Et puis donc on doit passer dans le Satya Yuga bientôt et réaliser notre nature divine et comprendre que nous sommes connectés à toutes choses. Et moi, je pense que la physique quantique va jouer beaucoup pour éveiller aussi les consciences de plein de choses. Ça, vous dites, c'est dans le Mais je sais pas, hein. Bientôt. Au niveau de à cette échelle-là, on n'arrive plus trop à dire, mais je sais pas, parce que bon, l'astrologie, c'est le même principe en fait. Hein. C'est la même logique derrière l'astrologie, sauf que c'est plus local sur le système solaire. Donc, la science du yoga, j'en reviens au yoga. Le yoga est Jung. Voilà, c'est pour rebondir sur le vide thérapeutique. Je voulais insister là-dessus. Il y a quelqu'un qui n'aimait pas le mot thérapeutique. Alors, je vais vous lire ce qu'il y a là. C'est un peu petit. Donc, les Yoga Sutras de Patanjali est la quête de l'union avec la conscience universelle. Par les pratiques physiques, par les asanas, la concentration sur dharana, la concentration. Ensuite, celui qui vient après, le pranayama. Et puis, l'état ultime, bon, il y en a 8, il y a 8 étapes du yoga. L'état ultime, c'est samadhi, c'est rentrer dans un état de conscience non duel, en fait. Voilà. Il n'y a plus de... Ils appellent ça les vrittis. Ouais. Les vrittis, c'est comment on traduit ça, je sais plus. Vrittis, les perturbations, ouais. C'est ça. Les agitations.
Donc le but du yoga est de se libérer des défauts de perception de la réalité transcendantale, les défauts de perception qu'on met sur la réalité transcendantale, qui sont reliés à nos samskaras, c'est-à-dire nos impressions qu'on a héritées de notre enfance, des vies passées, et de tout, de notre conditionnement social, etc. Maintenant, Jung a rencontré, ce qu'il faut savoir, c'est que Jung a rencontré, enfin voulait, par contre, il n'a pas rencontré, il voulait rencontrer Ramana Maharishi, tout du moins il a lu ses bouquins, et il est allé en Inde et il a rebroussé chemin au dernier moment parce qu'il a eu peur. Ramana Maharishi, vous connaissez ? C'était un maître de là-bas, pareil, connu comme Ramakrishna, les pontes un peu en Inde. Lui, il avait une approche différente. Ramakrishna, il a essayé toutes les sadhanas, le bhakti yoga, le karma yoga, le gnana yoga, le raja yoga, toutes ces approches védiques tentent à une seule chose, c'est de connecter à cet état transcendantal. Voilà, c'est toutes des voies différentes pour connecter à ce même état ultime. Et donc, lui, Ramana Maharishi, il le fait par la méditation simple, simplement par la recherche du qui suis-je, c'est-à-dire continuellement retomber dans le qui suis-je, comme je vous ai dit tout à l'heure. Où est-ce que vous percevez votre conscience, l'âme? Vous demandez qui suis-je, en fait, c'est ça, c'est le je. Qui suis-je? Dans le corps, il y a un endroit où vous allez la situer, en fait. Et de revenir là-dedans, en fait, continuellement dissocier de vos perceptions qui sont de vos conditionnements, de la personnalité, et de votre soi véritable. Ce sont deux choses séparées, qui sont votre nature primordiale. Donc, il voulait rencontrer Ramana Maharishi à la suite d'une rupture avec Freud. Il a traversé une crise grave, appelée rétrospectivement la confrontation avec son inconscient. Donc, il dit, Jung dit, « J'étais souvent tellement bouleversée qu'il me fallait recourir à des exercices de yoga pour maîtriser les émotions. Les Indiens, eux, utilisent le yoga dans le but d'éliminer complètement la multiplicité des contenus et des images psychiques. » Donc c'est ce que je viens de vous dire. Si je comprends bien dans cette perspective, le yoga est une technique de restauration de l'équilibre quand il est perturbé, de recouvrement des facultés pour redevenir soi-même. Il ménage des étapes de calme sur la voie vers la plénitude du soi, mais tel qu'il est pratiqué sur sa terre de naissance, il tend vers le vide. Donc c'est la différence. Jung, il pratique le yoga pour se détendre, mais en Inde, il le pratique pour canaliser le vide, pour connecter au vide et devenir le vide transcendantal. Le but que poursuit l'Indien n'est pas d'atteindre la perfection morale, mais d'atteindre l'état de nirvana, enfin l'état où il y a de samadhi. Il veut se libérer de la nature et par conséquent atteindre par la méditation l'état sans image, l'état de vide. Moi, au contraire, dit Jung, je vise à me maintenir dans la contemplation vivante de la nature et des images psychiques. La nature, l'âme et la vie m'apparaissent comme un épanouissement du divin. Donc après, il dit des choses qui sont moins pertinentes, mais en fait, ce qu'il veut dire, c'est que la psychologie en Inde et la psychologie et la psychanalyse en Occident, c'est en fait des théories mentales qui visent à guérir le mental, c'est-à-dire le mental qui quelque part travaille sur lui-même et qui a son impact et sa véracité, ça, par la dynamique de mieux se comprendre, les catharsis, de faire ressortir les traumatismes du passé, etc. Mais en Inde, on va dire la psychologie védique, c'est la psychologie du vide. C'est-à-dire, on ne se réfère pas au mental qui souffre, mais au soi qui est la vérité. Et le mental qui souffre n'est juste qu'une illusion, quoi. Le rapport est différent. C'est-à-dire, en psychanalyse, on va considérer qu'on est le mental qui souffre et qui essaie de se guérir lui-même. Les traditions védiques, c'est tu n'es pas le mental, tu es le soi. Rayonne le soi et le mental va se guérir tout seul. Enfin, va commencer à se guérir ou se guérir tout seul. Enfin, si tu as rayonné le soi depuis petit, tu es quelqu'un de sain. Même physiquement, selon la terminologie védique, quoi, en fait. Donc l'idée, c'est justement de guérir le mental par des pratiques yogiques, entre autres. Et le physique, et simplement en retombant dans sa nature primordiale par les asanas et le pranayama, le dharana, etc. Et vivre depuis cet espace. Vous comprenez? Vous comprenez bien, hein, le yoga. Alors là, c'est un sujet qui prend du temps à expliquer, mais je vais vraiment être rapide. Parce que vous connaissez, je pense, déjà la théorie des chakras et les corps énergétiques.
parce que aussi, comment est-ce que, selon cette tradition, vous êtes en connexion perpétuelle avec l'univers? C'est à travers vos corps énergétiques, en fait. C'est aussi un lien, l'astrologie, en fait, c'est cette science de connexion entre les ondes magnétiques qui nous entourent et qui nous pénètrent à travers nos corps subtils et qui influencent la psyché, votre psyché, en fait. Voilà. Donc, on a cette chakra, vous savez, je ne veux pas vous redire ce que c'est que les chakras, je suis sûre que vous connaissez déjà. Ce sont des points des centres d'énergie qui sont situés sur la colonne vertébrale. Il y en a 7 principaux, mais il y en a plein d'autres. Et si vous voulez, ces chakras sont en fait la jonction sur la colonne vertébrale de votre corps physique et des 7 corps subtils. Enfin, les 6 autres corps subtils. On a 7 corps en tout dans le corps physique et 6 autres subtils. Et à l'endroit où ils sont en jonction sur votre corps physique, qui est quand même c'est le fondement, enfin, votre corps physique, c'est le réceptacle de tout. Donc, il est à la fois, le réceptacle de la condition de vos corps énergétiques, et la façon dont vous l'entretenez impacte vos corps énergétiques. Vous comprenez bien, ça marche dans les deux sens. Donc, on a donc tous ces corps énergétiques. Et puis, alors, je ne vais pas rentrer dans le détail parce que ça va prendre. C'est le sujet. En fait, en général, j'ai fait beaucoup de conférences juste sur ce sujet-là. Selon cette terminologie-là, quels karmas sont stockés dans quel corps énergétique? Parce que c'est un sujet qui est proche de l'astrologie. Alors, on est en fait. On a différents souvenirs qui se stockent dans les corps énergétiques. On a une capacité de stockage infinie. On a des souvenirs qui sont souvent des impressions, qui sont des grandes impressions, des culpabilités, des joies, différentes choses, et qui sont toujours là avec nous, mais qu'on ne les voit pas, on ne les ressent pas, on ne les connecte pas à chaque instant. Mais ce que vous avez créé dans votre vie reste avec vous, si vous voulez. Donc c'est là, dans vos corps énergétiques, quelque part, et cela vous impacte. Voilà. Donc au niveau de l'astrologie védique, dans un thème, on est soumis à des grands transits planétaires et en fait, une planète va avoir une résonance sur un corps énergétique particulier qui va impacter un karma dans votre vie, qui est soit lié à des choses du passé ou de cette vie, ou alors un trait de potentiel qui est le vôtre, et qui vont en fait vous aider à mieux comprendre dans une période de votre vie quels sont les enjeux que vous rencontrez, ce que vous pouvez développer ou pas, etc. Donc, directement, l'astrologie, qui est une science védique, le Jyotish, est reliée à l'impact de la lumière, si vous voulez, voilà, des particules qui nous viennent de l'extérieur sur nous, sur nos corps énergétiques, avec ce qu'on a stocké dedans, et qui vont impacter notre vie et notre personnalité. Donc c'est un sujet énorme. Donc là, je vous dis vraiment brièvement ce que c'est. Donc, vous voyez un petit peu, je ne vais pas vous dire en détail les corps énergétiques, il y en a le corps causal, le corps pranique, le corps machin. Juste un truc intéressant que vous pouvez, sur lequel vous pouvez réfléchir, vous savez, il y a le corps, quel déjà? Le corps causal, voilà. Le corps causal, c'est le corps dans lequel vous allez quand vous dormez la nuit. Quand vous êtes dans la phase de sommeil où vous ne rêvez pas, vous n'avez pas conscience de vous-même, vous êtes dans une enveloppe de noir. Et c'est ce qu'on appelle le corps causal. Si vous voulez, vous vous déplacez dans ces corps éthériques. C'est-à-dire là, vous êtes dans le corps physique, votre conscience est éveillée, vous êtes dans l'état de veille. Mais quand vous dormez la nuit, vous avez une vie parallèle la nuit. Hein, vous avez remarqué, vous avez des rêves, et puis vous rencontrez des gens, et puis au moment où vous rêvez, vous le vivez comme une réalité. Certains gens savent qu'ils rêvent, mais la plupart du temps, on vit comme une réalité. On est acteur dans nos rêves, on fait des choses. Pourtant, on n'utilise pas le corps physique, vous êtes d'accord? Donc la nuit, on part dans le corps astral, ça s'appelle. C'est un corps où ce que vous avez emmagasiné dans la journée ressurgit et vous visitez ce monde-là. Et vous ne le faites pas à l'aide de votre corps physique, bien que votre expérience dans le corps physique soit liée à ce que vous aussi, à quelque part, à ce que vous allez vivre dans le rêve. Enfin, il y a toujours des liens entre les rêves, ce qu'on vit, l'inconscience. Les corps énergétiques sont tous ce sont des mondes. Chaque corps énergétique est un monde particulier, qui est votre monde que vous traversez. En Inde, ils disent bien le paradis, l'enfer, ce sont simplement certaines mémoires dans des corps énergétiques qu'on traverse au moment de la mort et qu'on rencontre, mais qui ne sont pas ultimes non plus. Et ce corps causal, c'est le corps dans lequel vous allez quand vous êtes dans le sommeil profond. C'est le noir, il est constitué de noir en fait, enfin
on va dire, c'est un corps qui est, ils le disent, c'est la pénombre. Et en fait, vous ne pouvez pas vivre sans aller vous reposer dans cette pénombre. En Inde, ils ont une déesse qui s'appelle Kali, qui est noire, enfin elle est représentée noire, et elle est l'image de ce corps causal-là. C'est le corps où on se régénère, où la conscience se régénère toutes les nuits. Voilà. Donc, il est reconnu que, voilà, sans sommeil, vous devenez fou. Effectivement, il y a dans certains corps énergétiques, vous allez vous régénérer. D'accord ? Donc, comprenez bien, ces corps-là, vous ne les voyez pas, mais la nuit, vous en visitez certains, et quand vous mourrez, votre conscience quitte, votre âme quitte le corps et traverse ces corps énergétiques. Donc, elle va recontacter les mémoires qui sont dans ces corps énergétiques et prendre un certain nombre de décisions qui vont impacter sa réincarnation. Et en fait, ce que vous amenez dans cette incarnation, c'est à la fois un agrégat de votre mort d'avant, de la vie juste d'avant, et aussi certaines expériences que vous prenez de vie passée, que vous ramenez ici pour les terminer ou des choses comme ça. Voilà. Mais la jonction entre votre vie passée et cette vie, ce sont en fait les 7 corps subtils, les 6 autres corps que votre corps physique. C'est eux qui, en fait, détiennent l'information qui détermine votre naissance. Vous voyez, quand on quitte un corps, on ne le quitte pas avec une valise, on n'emmène que la qualité de la conscience qu'on a développée dans la vie d'avant. Et cette conscience, eh bien, elle va impacter votre renaissance et aussi, quelque part, attirer à elle déjà ce qu'elle a eu dans la vie passée, parce que ce sont des qualités de la conscience qui attirent à elle un état matériel. Enfin, ça, c'est le sujet de toute une conférence. C'est-à-dire, par exemple, quand vous avez une conscience de l'abondance dans une vie, vous avez développé une conscience de l'abondance, ben, vous allez revenir avec cette conscience-là et avec quelque part une facilité de vie aussi qui sera reliée. Ou pas, d'ailleurs, ça dépend. Bon, c'est vraiment c'est complexe à expliquer, mais j'en dirai juste ça pour vous faire comprendre la dynamique. Hein, d'accord ? Donc là, les différentes sciences védiques. Donc là, maintenant, je vous ai expliqué, en gros, voilà, l'âme qui se cache derrière cette notion d'universaliste. Et donc, toutes les sciences védiques sont des approches, des méthodes pour connecter ce vide et puis, voilà, rééquilibrer l'humain ou le garder en bonne santé. Donc, le yoga, on en a parlé, la sadhana, le pranayama, c'est à travers la respiration, retomber dans cet état de vacuité. La psychologie, la santé par l'alimentation, donc il y a l'astrologie qui est la science du karma. L'ayurveda, on en a parlé un petit peu. L'ayurveda qui est basé aussi sur vos constitutions physiologiques et qui vise à vous rétablir votre corps en fonction d'une alimentation adaptée pour vous. Et puis aussi à rééquilibrer les défauts de votre conscience, de perception qui impactent votre corps. J'ai parlé du vata tout à l'heure. Le vata, c'est quoi ? C'est un des doshas, on appelle ça. C'est une des qualités qui est entre dans chaque corps physique. Il y a vata, pitta, kapha. Donc le vata, c'est les qualités du mental, de tout ce qui nous permet de conceptualiser les choses. On en a tous en nous. Le kapha, c'est le corps physique purement, ce qui constitue nos éléments physiques. Et puis aussi, c'est une qualité de la conscience dans l'instant présent, en fait, au niveau pour rééquilibrer kapha. Quand quelqu'un a des déséquilibre kapha, par exemple, quand il a trop de vata, on va lui donner des techniques d'ancrage pour revenir dans l'instant présent et pour rééquilibrer sa personnalité et son corps physique. Voilà. Et pitta, c'est l'élément de l'assimilation, de la transmutation du feu. Le pitta, c'est ce qui nous fait désirer aussi. Enfin, il y a plein de sous-doshas aussi. C'est vraiment l'élément qui nous fait assimiler les choses. Donc, on en a besoin. C'est le feu de la digestion. Le pitta aussi, Agni. Et le feu de vie. Enfin, il y a plein. C'est aussi effectivement le sujet de toute une conférence. Mais donc, voilà. Un défaut vata, comme on disait au sujet des enfants, qui, par exemple, sont continuellement en train de regarder leur téléphone, etc., pour qu'ils puissent garder une bonne santé, il va falloir leur réapprendre la notion de l'instant présent, de l'ancrage dans l'instant présent, de pas... Tu sais, des équilibres pitta, typiquement, ça donne comment on appelle ça,
un trouble de la concentration, quand vous pouvez plus se concentrer sur un truc plus de 2 minutes. Et ça, on en souffre tous, hein, je pense. Donc ça, ce sont des déséquilibres Vata qui créent trop d'air dans la digestion, mauvaise digestion d'une part, et puis aussi des troubles nerveux. Directement, des déséquilibres Vata va impacter le système nerveux et les troubles nerveux, neurologiques, etc. Voilà, alors, on a donc l'Ayurveda, donc pareil, toujours avec cette notion de conscience. Le Varma, donc le Varma, c'est pas la base, le Varma nous provient du Tamil Nadu. Et le Tamil Nadu, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est une culture à part entière en Inde. Ils ont eux-mêmes toute leur science qui remonte au Siddha, la science Siddha, on appelle ça, qui étaient aussi des sages. Voilà, et si vous voulez, il y a... Les Tamouls eux-mêmes se différencient du reste de l'Inde déjà. Et puis aussi, ils se reconnaissent une culture à part entière. Et le Varma, c'était l'acupression, on appelle ça l'acupression en français, où voilà, un petit peu, on travaillait sur des points spécifiques du corps avec les nadis, et puis on rééquilibrait l'énergie en fonction de points. Et des massages, c'est plus l'apport des massages pour rééquilibrer le flux énergétique dans le corps. Alors, parmi les sciences védiques, encore aujourd'hui, on pratique les pujas, les homas, le vastu, le varma. Donc les pujas, ce sont tous les rituels chantés en sanskrit qui permettent aux prêtres, aux gens qui les répètent, d'invoquer des énergies. D'invoquer. Alors c'est un point particulier parce que bon, ils ont beaucoup de dieux en Inde. Ils en ont 330 millions en fait aujourd'hui. Beaucoup. Après, bon, eux, ils les voient comme des êtres qui existent, ce qui est peut-être vrai. Hein, Mais avant tout, ce qu'il faut comprendre derrière, c'est surtout que chaque dieu correspond à un état intérieur, une qualité de leur conscience. Et en l'invoquant à travers les mantras, en l'appelant, en la faisant venir chez eux, parce que vraiment, les pujas, c'est l'invitation d'une divinité chez vous, où vous allez l'inviter, lui dire de s'asseoir, lui donner à manger, lui laver les dents, lui donner un truc pour se laver les mains, l'habiller. Enfin, c'est comme vous invitez quelqu'un chez vous, invitez une énergie chez vous pour qu'elle vienne vous aider. Enfin, toujours il y a un intérêt, hein, c'est sûr. Et donc, les pujas servaient à faire descendre une énergie dans la matière, chez soi ou dans la matière. Et il y a un truc qui est super, qui s'appelle le prana pratishta en Inde, aussi toute une science très complexe, où les prêtres védiques arrivaient à faire descendre donc, une énergie, la vie ou le prana, dans quelque chose de physique, de matériel. Alors, il faut l'avoir vu pour le croire, hein, parce que si je vous en dis seulement, vous n'y croirez pas. Mais moi, j'ai vu des trucs... vous savez, il y a des fois des grands yagnas en Inde qui sont sur X jours, 28 jours, machin, où ils chantent des mantras continuellement autour d'une statue pour faire descendre la divinité dans la statue. Et je vous jure, hein, vraiment, la statue rayonne quelque chose. Vous allez sentir qu'il y a quelque chose qui vibre dans cette statue. Et alors, si vous voulez, en Inde, ils ont énergétisé tout leur temple en faisant descendre des déités en chantant des mantras et en gardant l'énergie dans une substance physique. Voilà, ils vont mettre du mercure dedans, aussi différents trucs qui retiennent apparemment des énergies. Et ce sont des sciences qui sont reliées au sanskrit déjà, et puis à la capacité à faire descendre un type de vibration dans la matière qui n'y serait pas si on ne le faisait pas avec ces méthodes. C'est le côté un peu magique, mais bon, en Inde, il y a beaucoup de lieux de culte qui ont été énergétisés comme ça. Le prana pratishta, c'est une science qui existe depuis toujours. Et puis, bien sûr, les gens qui visitent les temples, je sais combien d'entre vous ont déjà visité des temples en Inde, ou quelque part, hein, des temples. Est-ce que vous avez déjà visité des lieux comme ça? Oui. Parce que vous sentez bien qu'il y a quelque chose. On sent physiquement, il y a une présence. On appelle des murtis, des statues. Voilà, les murtis, oui, c'est ça. On voit bien que dans les lieux où on travaille sur sa conscience, où on invoque des choses, des consciences supérieures, il y a où ça vibre différemment.
Même dans les églises, moi après, c'est un peu moins fort quand même. Oui, ça dépend lesquels. Mais bon, après, donc les pujas servent à, voilà, c'est vraiment faire descendre la vie, le prana, pour donner la vie à quelque chose de matériel. Les homas, donc ce sont les cérémonies du feu. Le vastu, c'est la construction des maisons avec des formes géométriques ou concentriques, des yantras dans les maisons, qui ont un impact sur comment l'énergie circule dans une maison. C'est toute une science aussi. Alors c'est très spécial. Il y a une période où construire une maison, des lieux où construire une maison, avec une façon de le faire, et qui va impacter la conscience des gens, la kasha, donc des gens qui vivent dedans. Le varma, encore une fois, après les chants kirtan, on peut considérer que ça font partie des sciences védiques. Les chants, les mantras et les chants, il y a la musique indienne fait partie du développement de la conscience en Inde, c'est-à-dire on va utiliser le chant pour ouvrir ses corps énergétiques et atteindre la paix de l'esprit aussi, et atteindre cet état du divin, on peut l'appeler, c'est différents noms. Le Seva Yoga, c'est une technique d'apprendre à... C'est une science aussi, hein, on va dire. Ça permet en fait à connecter la vacuité à travers le service désintéressé aux autres. Donc le Seva Yoga en général, c'est servir les autres, ou le monde, ou la société, avec un but désintéressé et avec intensité. Parce que le mot d'ordre, c'est intensité. Dans toutes les pratiques védiques, le yoga se fait avec intensité. Tout se fait avec intensité. C'est vraiment l'intensité que vous mettez dans votre recherche, dans votre pratique, qui vous donne le résultat. On comprend bien. Si vous aidez l'autre altruistement, mais une fois de temps en temps, ça n'aura pas un effet sur votre esprit comme le fait un Seva Yoga. Important, c'est encore pratiqué dans les monastères. Moi, je sais que j'étais pas mal de monastères où on fait... Concrètement, les gens travaillent 10 heures par jour de façon très intense pour rien. Mais il y a une telle... Je ne sais pas comment vous dire, quand vous faites ça, il y a autre chose qui s'ouvre dans votre conscience. Il faut le faire pour le croire. Nous, on a l'habitude toujours dans notre monde à travailler pour de l'argent ou pour des biens, d'autres choses en échange. Mais quand vous faites quelque chose sans rien attendre en retour, pour pouvoir le faire, il vous faut connecter à votre bonté naturelle. On ne peut pas faire... à moins que vous aimez votre prochain, vous n'allez pas faire quelque chose gratuitement pour lui, vous êtes d'accord. Et quand vous opérez depuis cet espace, eh ben, vous commencez à ouvrir en vous des qualités de votre conscience qui vous élèvent. C'est un truc tout bête, mais c'est très puissant. Et c'est en soi toute une voie vers l'éveil. Le Seva Yoga. Les sannyasis, les moines, ne gagnent rien, ils font par pure inspiration et voilà, sur la base de leur amour de leur prochain et puis aussi de voir le divin en chaque personne. C'est une méditation sur servir le divin dans chaque personne. C'est la libération en soi. C'est Comment ? la libération en soi. Ouais. Oui, on pourrait dire quelque part une société de troc serait bien avec cette notion de troquer quelque chose ou de faire quelque chose, mais où il y a... Enfin, ouais, c'est encore différent. Le Seva, c'est vraiment l'altruisme à l'état pur. Le seul salaire du Seva, c'est votre conscience que vous élevez, que vous raffinez. En fait, c'est les qualités positives que ça inspire chez vous, c'est votre salaire en fait. C'est intéressant. Alors, puis d'autres, les arts de vivre védiques purement, les mandalas. Donc, c'est un truc qui se fait, dessiner les mandalas pour créer une paix de l'esprit. Des cercles concentriques. Voilà, porter des rudrakshas comme ça, par exemple, il y a toute une science, enfin tout du moins des tas de coutumes derrière le port des graines rudrakshas, qui sont les graines de Shiva, on les appelle, qui sont des graines d'un arbre qui correspond à la mythologie directement à Shiva, qui est le dieu de la régénération en Inde. Et ces rudrakshas, vous voyez les yogis en Inde qui font beaucoup de tapas, de penance, d'austérité, en portaient plein parce qu'en fait le feu, l'agni de la volonté qu'ils mettent dans leur penance, dans leurs austérités, la chaleur que leur corps émane et l'énergie, donc dans les corps énergétiques, se stockent dans ces graines. C'est pour ça que vous la voyez tellement en Inde ou chez les gens qui rentrent d'Inde,
c'est parce que c'est directement lié aux pratiques que vous faites. Et cette graine, donc selon cette terminologie védique, retient l'énergie que vous produisez. Alors, j'ai jamais vu de recherches scientifiques qui ont été faites dessus. Mais voilà, c'est en tout cas, vraiment, ça fait partie de la culture, toutes ces petites choses. La façon dont les Indiens s'habillaient avec le yoga vastram pour faire circuler l'énergie dans le corps, le port des rudraks, tout avait une signification. En fait, chaque acte de la vie quotidienne, chaque petit détail était relié à un sens du sacré. Et faisait partie de toutes ces sciences. Vous voyez, vraiment, tout était holistique, en fait. C'était une approche du monde, de la société, où chaque petit détail avait un univers derrière, un sens. Voilà. Voilà, c'est un yantra par exemple, c'est une représentation de l'univers ici que vous voyez. C'est un Shri Yantra, je crois que c'est ça. Ou Shri Chakra, je crois que c'est Shri Yantra celui-là. Et voilà Shiva, le danseur cosmique. Alors j'ai découvert un truc super, c'est qu'au CERN, il y a une statue de Nataraja à l'entrée. Regardez en haute qualité sur internet, donc mondes intérieurs et mondes extérieurs. Donc en tout ça dure je crois 2h30 et ça explique très en détail en gros ce que je vous ai dit là, mais en beaucoup plus